Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un petit point lecture sur quelques-unes de mes lectures du mois d'août et je crois qu'il y en a qui sont de fin juillet, mais j'ai eu un petit rythme ces derniers temps. J'avais beaucoup de difficultés à me concentrer dans la lecture, donc forcément mon rythme en a un petit peu empathie, ce qui fait que j'aurai que 8 livres à vous présenter au lieu d'une dizaine dans ce point lecture. Le premier livre dont je vais vous parler est un roman que j'ai lu en numérique qui m'a été envoyé en service presse. Il s'agit de Insondable Boss de Vanessa Desgardins, publié chez les éditions Butterfly. Nous allons suivre Calixte, elle est ébéniste, elle a son entreprise mais suite à quelques problèmes d'addiction de son associé, elle va devoir mettre la clé sous la porte et c'est là que Marcus, grand chef d'une entreprise de bateaux, je crois qu'il vend des bateaux, il fait de la rénovation, enfin des choses un petit peu dans ce goût-là, va venir la voir parce que lui il cherche une ébéniste de talent et il avait vu un petit peu la façon dont travaillait cette jeune femme, il avait vu son book et son talent lui plaisait énormément, il va donc l'engager. Les deux personnages ont un caractère assez fort, nous allons avoir pas mal de joutes verbales et surtout Calixte ne supporte pas de ne pas prendre de décision, ça va être très dur pour elle de revenir travailler en tant que salarié et non en tant que son propre patron et lui va avoir du mal à faire confiance à la jeune femme. Mais si chacun ont quelques soucis au niveau du travail, ce n'est pas tout parce que tous deux ont un passé compliqué. C'est là que j'annonce qu'il y a un trigger warning par rapport à notre héroïne qui a vécu une agression sexuelle, chose qui est juste mentionnée dans ce tome-là, mais il y a eu un tome qui est un tome compagnon qui précède ce tome-là, je l'ai appris par la suite. Il s'agit de Bad Revenge et là dans ce livre nous avons l'explication de ce qu'a vécu cette héroïne. Les deux romans peuvent se lire de manière indépendante, moi comme je vous ai dit je n'ai pas lu le roman précédent mais je pense que j'aurais mieux cerné le caractère des personnages, certains petits éléments du récit si j'avais eu connaissance de Bad Revenge. Tout d'abord, moi, j'adore les romances avec un trope boss-employé. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Je crois qu'il y a un petit côté souvent enemies to lovers dans ce genre de romance où on a aussi le petit côté retrouvailles et c'est ce qui me plaît. Après, celle-ci est assez originale au vu des thématiques abordées qui sont sous-jacentes à l'histoire personnelle de nos personnages. J'ai aimé avoir des protagonistes avec du caractère, des joutes verbales, ça m'éclate. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est que notre héroïne a un métier atypique pour une femme, elle est ébéniste et j'ai trouvé cela formidable de mettre en avant une femme dans ce qu'on considérerait comme un métier d'homme, je mets ça entre guillemets parce que nous avons encore un petit peu des schémas de pensée qui vont dans ce sens-là et ça casse totalement cet effet et je trouve ça topissime. On a des sujets forts qui sont abordés, qui vont toucher aux classes sociales, à de la délinquance. Petit point négatif pour moi dans ce roman, il y a énormément de scènes spicy. Peut-être un peu trop, ça m'a un peu gâché la lecture, il y en a certaines que j'ai survolées. Je sais pas, elles n'étaient pas forcément essentielles à l'histoire, elles apportaient pas de plus entre les deux personnages, ça ne permettait pas de développer l'alchimie. À la place, j'aurais préféré un peu plus de développement psychologique, surtout au vu du passé de nos personnages. Je pense qu'il y avait matière à développer et à travailler certains aspects de la personnalité afin que l'on ait plus d'empathie, plus d'émotion. En dehors de ça, j'ai passé un bon moment, mais je vous avoue que ce n'est pas la romance qui va me rester en tête. J'ai lu Dr Love de Ella Jolie, publié chez Cherry Publishing, que j'ai reçu en service presse. C'est un roman young adulte. Alors, déjà, je vous préviens que mon avis est un peu biaisé sur certains aspects, parce que je ne me suis pas du tout reconnue dans les personnages, et surtout, je pense que je suis
trop vieille pour ce genre d'histoire. Je m'en suis rendu compte en lisant ce livre. Nous suivons des personnages qui sont au lycée, Éléonore et Alex. La romance est vraiment toute mignonne. Éléonore, elle veut participer à la vie de son lycée, elle va rejoindre le groupe qui gère les élèves, je sais plus comment ils appellent ça dans le livre, et elle va s'occuper du courrier du cœur. Le courrier du cœur va avoir tellement de succès qu'une émission de radio va être lancée. Mais nous avons Alex qui est un grand sportif. Il s'est blessé et il a beaucoup de mal à remonter la pente. Le sport c'était toute sa vie et la famille et tout ça n'est pas forcément un grand soutien pour lui. Ses potes vont donc l'inscrire pour être le partenaire de Dr Love. Et c'est là que nos personnages vont faire connaissance, ils vont tisser énormément de liens. Tout cela en animant cette émission de radio et en continuant les chroniques écrites. Mais Alex est l'homme populaire. Il a toutes les filles à ses pieds. Il a une carrière sportive qui risque de s'ouvrir devant lui et elle doute un petit peu de ses sentiments. Elle ne sait pas comment réagir et elle a peur qu'il lui brise le cœur. C'est une romance, comme je vous ai dit, qui est douce, qui est mignonne, avec des problématiques de lycéens. Et c'est pour ça que je me suis pas reconnue. Moi, je vais avoir 30 ans dans un an. Donc oui, le lycée, c'est déjà loin maintenant. Mais pour des jeunes adultes ou des adolescents, je pense que c'est le genre de roman qui pourrait parfaitement matcher. C'est doux, il y a des thématiques de tous les jours qui touchent à la famille, à la réussite scolaire, aux premiers amours, aux messages que l'on s'envoie quand on veut écrire à la personne qui nous plaît, mais on sait pas comment s'y prendre. Enfin, plein de petites subtilités de ce genre-là. C'est un récit qui va mettre en avant les amis et la vie scolaire, et ça, c'était plutôt cool. La plume est assez fluide, c'est agréable à lire. Les personnages sont vraiment tout mignons, mais voilà, je n'étais pas du tout le public ciblé. On continue dans la romance, mais cette fois-ci avec un contexte plus adulte, avec un contexte musical qui vous embarque et qui ne vous laisse aucun répit parce que vous avez l'impression de visionner un film. Il s'agit du tome 1 de Entre deux étoiles de Cécile Violette que j'ai reçu de la part des éditions Nisha, etc. Et j'ai adoré cette histoire où l'on suit Scarlett qui est passionnée par la danse classique et notamment par l'opéra, les ballets depuis sa tendre enfance. Elle est actuellement danseuse au Palais Garnier et elle se donne pour sa carrière aux dépens de sa vie sociale, de sa vie familiale. Il n'y a vraiment que sa réussite au sein de l'opéra qui l'intéresse et qui la fait vibrer. De l'autre côté, on a Scar, un rappeur, qui est une star montante, qui a l'avenir devant lui, dont les portes s'ouvrent, sachant qu'il vient d'un milieu difficile, qu'il a eu quelques problèmes familiaux qui le hantent encore aujourd'hui. Nos personnages vont se rencontrer déjà lors d'une soirée, ça va pas forcément très bien se passer, et puis là, un nouveau metteur en scène d'un nouvel opéra va vouloir mélanger les genres et faire un spectacle qui va changer un petit peu de ce que l'on connaît. C'est là que Scar et Scarlett vont devoir travailler ensemble. Nous avons deux caractères forts, deux personnes passionnées par leur passion, mais si l'une est douce, passionnée par le milieu de la danse, lui est plutôt assez brut de décoffrage, il ne mâche pas ses mots et il a des a priori sur le milieu de la danse classique et notamment sur le physique des femmes qui sont très filiformes pour pouvoir être portées facilement, faire les figures, enfin c'est un milieu qui est très difficile. Nous allons avoir de belles joutes verbales, nous allons avoir une atmosphère de la danse, de la musique, un spectacle à couper le souffle, enfin j'ai tout vécu puissance 1000 et surtout j'ai vécu cette romance qui prend son temps, qui va mettre en avant le relationnel des personnages, qui va mettre en avant leur amour pour leur art. Nous allons avoir aussi une alchimie importante, des jeux de regard. C'est hyper réaliste et ça m'avait totalement embarqué. À la fin du mois d'août, j'ai reçu le tome 2 d'Entre deux étoiles et je me suis jetée dessus parce que la fin du tome 1 était hyper frustrante. Et ce tome 2 reprend là où on s'est arrêté après le premier tome. C'était exquis, je me suis régalée et j'ai encore plus apprécié ce tome 2 qui va aller plus loin dans la relation des personnages parce que l'entrée en matière a été faite avec le tome 1 et
et la tension entre les personnages est décuplée. Le récit a vraiment défilé tout seul devant mes yeux, j'ai eu du mal à le fermer, je l'ai lu hyper rapidement, sachant qu'en ce moment j'ai un rythme de lecture, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, qui est très très lent. On a une plume qui transmet de l'émotion, qui est immersive, et c'est hyper fluide. On sent que l'autrice, elle connaît le milieu parce qu'elle a elle-même pratiqué la danse classique. C'est une histoire très romantique, c'est une histoire qui met les frissons et j'ai eu un coup de cœur pour l'ensemble de la duologie. J'ai lu The Heart of Betrayal de Mary E. Pearson, publié chez La Martinière, qui est le tome 2 de The Remnant Chronicle. Le premier tome, c'est The Kiss of Deception. J'avais lu le premier tome il y a un peu plus d'1 an, je l'avais adoré, je l'avais même dévoré et j'étais très impatiente de lire ce tome 2, retrouver les personnages, mais j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans le contexte de l'histoire. Je ne me souvenais plus vraiment des événements, je ne me souvenais plus vraiment de qui était qui au sein des personnages, et ça c'est le problème quand il y a trop d'attentes entre les sorties. Heureusement, le récit glisse de petits indices qui m'a permis de me remettre le contexte du récit en tête. Nous allons suivre Lia, qui est une princesse d'un royaume, et elle va devoir épouser un prince qu'elle ne connaît pas, d'un royaume qui est en conflit avec le sien. Sauf que elle, ça lui plaît pas du tout. Elle n'a pas envie de devenir la femme de ce prince, de partir dans le royaume de celui-ci, et le jour de leur mariage, elle va prendre la fuite. Le prince en question va partir à sa recherche, et nous avons également un assassin d'un groupe de rebelles qui va partir aussi à la recherche de la jeune femme. Pourquoi? Parce que ce groupe voit l'opportunité d'empêcher une réconciliation entre les deux royaumes ennemis et donc de lui-même faire tomber le royaume d'où vient la princesse Lia. Ils vont se retrouver au sein du même endroit, personne ne connaîtra les identités de l'un de l'autre et nous sommes dans une romantaisie, je ne vous en dis pas plus sur le tome 1. J'ai adoré la tournure que prend l'histoire dans ce tome 2 parce que si le tome 1 était développé sur le relationnel, les liens qui se tissent entre les personnages, les dilemmes de ceux-ci, ce tome 2 a une atmosphère différente. Déjà dans le tome 1, on ne savait pas en tant que lecteur qui était le prince, qui était l'assassin. Là dans le tome 2, on sait qui est qui, on a leur prénom, on connaît leur identité, on a un petit aperçu du passé respectif de chacun, même si c'est pas assez développé à mon goût. Mais surtout, on a un contexte politique qui est beaucoup plus développé. Et ça c'est parce que on va être dans un nouvel environnement, on va découvrir de nouveaux personnages, de nouvelles coutumes, et on va apprendre plein de choses qui concernent les différents royaumes, et c'était vraiment chouette. J'ai aimé le fait que l'univers se complexifie, j'ai aimé me poser des questions, je m'en pose encore plein. Par contre, je ne sais toujours pas quel personnage masculin je préfère. Je suis totalement indécise. Je crois que la princesse Lia devait prendre les deux, ce serait pas mal. C'est également un tome qui a énormément de messages. On va parler de la pauvreté, de la famille, du travail des enfants, du consentement, enfin plein de sujets qui sont méga importants, mais qui sont en même temps liés aux différentes cultures, liés à leur histoire. On voit que les peuples sont pas tous évolués de la même façon, qu'il n'y a pas le même cheminement de pensée, et je trouve que ça fait assez écho à l'histoire du monde actuel, à l'Antiquité, au Moyen-Âge, à toutes ces périodes qui ont été assez sombres, où il y avait de l'esclavage, où il y avait des classes sociales qui étaient hyper importantes en termes d'inégalité. Enfin, j'ai passé un super moment, la fin est très frustrante, mais j'espère que le tome 3 ne va pas trop tarder à être traduit et à sortir, parce que sinon ça m'engage un peu la lecture et je ne me souviens pas du tout. Je vais vous parler d'un roman qui a sûrement été ma meilleure lecture du mois d'août, parce qu'il s'agit d'un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Monroe, qui est le tome 2 de la saga From Blood and Ash, Le sang et la cendre en français. J'avais beaucoup aimé Le sang et la cendre, j'avais adoré rencontrer Poppy, que l'on appelle la pucelle. Je n'aime pas du tout ce mot, mais c'est comme ça qu'on la nomme dans le livre, qui est une personne qui doit rester vierge, qui doit masquer son visage, masquer un petit peu les formes de son corps, qui ne doit pas parler à certaines personnes sans l'accord des personnes qui ont sa garde, et surtout elle doit aider certains nobles à l'élévation. Donc il y a tout un mystère, il y a tout un contexte politique et social qui rentre en jeu. On apprend à connaître Poppy,
le drame qu'elle a vécu, le pourquoi du comment elle est devenue la pucelle. Et donc, dans le tome 1, nous avions cette jeune Poppy que l'on apprenait à connaître, mais Poppy va surtout avoir un nouveau garde, Hawk. Celui-ci est très mystérieux et celui-ci pourrait changer la vision des choses de la jeune femme parce qu'elle va apprendre des choses qui lui étaient inconnues et surtout elle va apprendre à vivre d'une autre manière. Voilà un petit peu un résumé très vaste du premier opus de la saga et ce tome 2 a été vraiment incroyable. J'ai adoré, j'ai été immergée dedans l'histoire dès les premiers chapitres. En fait, il faut dire que l'autrice elle a vraiment fait fort parce que nous avons un plot twist à chaque fin de chapitre, ce qui fait que n'importe où vous devez vous arrêter dans votre lecture, ça va être frustrant. Vous allez avoir l'envie de continuer. En tout cas, moi, ça a été le cas. Les personnes avec qui je l'ai lu en LC, ça a été le cas également. On a été vraiment sous le charme de la plume. On en apprend beaucoup plus sur le monde, la magie, les intrigues sociopolitiques, les divinités. Enfin, c'était hyper passionnant. Il y avait des révélations. Et on a encore un développement plus important entre la relation des personnages principaux. Et c'était hyper intense. On a également beaucoup de spicy, mais c'était bien fait, c'était pas dérangeant, loin de là. On a une alchimie qui est au top, des joutes verbales à mourir de rire, qui vous mettent des frissons. Personnellement, moi je suis sous le charme de Hawk, mais il est vraiment très hot. La narration, elle enchaîne entre le développement de la relation des personnages et l'action. Il y a un certain rythme qui est hyper intéressant, qui permet de travailler la psychologie sans forcément rentrer dans du plat, parce que on a aussi pas mal de choses, d'éléments, de voyages, de découvertes qui rentrent en jeu. La fin de ce tome, c'était vraiment quelque chose. Je m'attendais à certains éléments, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant. Et j'étais tellement choquée à la fin du tome que j'ai dû la relire plusieurs fois. Et c'était incroyable. Je crois que c'est une saga que je relirai dans son entièreté parce que franchement, j'ai passé un trop bon moment. Ça envoie du lourd, ça envoie du pâté. Et attendre le tome 3... ça va être une véritable torture. J'ai ensuite enchaîné avec une autre lecture commune et avec le coup de cœur que j'ai eu sur Un royaume de chair et de feu, j'avais un petit peu peur de passer à côté de ce livre et ça n'a pas été le cas. Il s'agit de Murmures de l'océan de Ophélie Duchemin, publié chez Plume Blanche Édition, qui est la suite de Rose éternelle, deux tomes que vous pouvez lire séparément, mais je vous conseille de les lire ensemble parce que on a pas mal de petites références à Rose éternelle, notamment tout ce qui touche à l'histoire des personnages parce qu'ils interviennent dans ce tome, même s'ils ne sont pas les personnages principaux. Là, on est dans une réécriture de La Petite Sirène qui est hyper originale, hyper bien faite, qui était hyper immersive. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré plonger au cœur de l'océan. Clairement, j'ai préféré ce deuxième tome qui m'a envoûtée. Vous savez, le chant des sirènes qui envoûte les marins, et bah c'était un petit peu ça avec La Plume d'Ophélie. J'ai été enchantée, j'ai crushé sur Éline, j'ai crushé sur Eric, j'ai crushé sur l'univers. J'ai été très curieuse de découvrir la magie et le lien entre les personnages. J'avais envie d'en savoir plus. On a un petit côté Enemies to Lovers et moi j'ai beaucoup apprécié cela. Les personnages, ils sont fougueux, défensifs, ils ont énormément de valeur et ils ont un petit côté assez sombre, que ce soit le prince ou Éline, et ça j'ai aimé parce qu'on a des protagonistes qui sont nuancés, qui sont pas tout blancs, qui sont pas tout noirs. Ça les rend d'autant plus humains, d'autant plus attachants. Sans compter les nombreux mystères qui flottent autour d'eux, les différents liens familiaux, toutes les questions qui se posent autour de cette atmosphère. À cela s'ajoute l'évolution des personnages de Rose éternelle, on voit un petit peu leur devenir et on voit l'univers qui continue de s'enrichir au niveau sociopolitique avec les liens qui unissent les royaumes. Avec cette lecture, j'ai frôlé le coup de cœur, mais c'en est pas un, parce que on va parler du lien qui unit notre sirène
à notre héros, mais également du lien qui unit d'autres personnes. Et il y avait une sorte d'incohérence là-dedans. Je sais pas si c'est une facilité scénaristique, je sais pas si c'est simplement une incohérence, mais il y avait quelque chose qui m'a dérangée. Il y a certaines choses qui ont été un petit peu incompréhensibles, ou je sais pas, c'était facile. En faisant cette lecture commune, on a eu un petit peu tous ce même ressenti, ce petit côté d'inachevé, ce petit côté de... Il nous manque quelques informations. En dehors de ça, La Plume d'Ophélie était un vrai régal, j'ai passé un super moment lecture, mais voilà, il me manquait ce petit truc. J'ai lu un court roman fantastique que les éditions Inception m'ont envoyé. Il s'agit de Albertine de José Carli. Et on va suivre Julien qui a perdu son père, qui va être auprès de sa mère pour gérer un petit peu tout ce qui est en lien au décès de celui-ci. Mais il ne peut pas rester près d'elle éternellement. Il a un travail, il a une vie ailleurs. Il va prendre le train pour retourner chez lui. Et là, il va avoir une drôle de petite fille qui se trouve sur son chemin. Il va demander à des personnes s'ils la connaissent, si elle est avec quelqu'un. Ces personnes vont lui dire non, mais ils vont lui dire de rester un petit peu loin d'elle et tout ça. Suite à cela, bon bah, il abandonne un peu et un peu plus tard, il retrouve la petite fille devant chez lui. Il va contacter la police, les services sociaux, mais voilà, ça va passer un petit peu à la trappe. Il va pas arriver à faire prendre en charge cette petite fille par les autorités. Les personnes ne comprennent pas, elle est pas dans leur base de données, enfin plein de problèmes comme ça. Et il va l'héberger. Mais cette petite fille qu'il va prénommer Albertine parce qu'il ne connaît pas son nom et la petite fille est incapable de lui dire comment elle s'appelle, est assez étrange. Elle fait des choses, elle a une certaine magie, enfin voilà, on se pose plein de questions. Il ne comprend pas, il va essayer de lui dire d'être sage, mais il y a toujours toutes ces choses un petit peu particulières qui flottent autour de lui. Il va essayer de savoir qui est cette jeune fille et comprendre pourquoi elle se trouve sur son chemin. Cette histoire m'a donné l'impression de regarder le film L'Histoire sans fin. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous êtes de ma génération, vous devez à peu près connaître, je pense. Parce que bah, moi, c'était un film qui m'avait énormément marqué lorsque j'étais gamine. J'avais eu même un peu peur en le regardant. On a ce livre dans lequel on s'immerge et on vit des aventures qui sont toutes plus incompréhensibles les unes que les autres, mais qui poussent à la curiosité. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti à travers cette histoire, ce que j'ai vécu. C'est une histoire qui mêle l'imaginaire et le réel. On ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux. On a l'impression d'être plongé dans un brouillard et en même temps, on a cet amour, cet attachement qui se crée entre les personnages. C'était tellement beau, c'était assez fort, c'était très touchant. En tout cas, moi, ça m'a plu. J'ai adoré me questionner sur qui était Albertine, qu'est-ce qu'elle faisait là, d'où venaient ses pouvoirs. J'ai adoré suivre Julien, qui est un homme quand même assez mystérieux, qui a des réactions assez bizarres. On se demande pourquoi, on se demande est-ce qu'il a pas une pathologie sous-jacente, est-ce qu'il voit quelqu'un pour l'aider. Qu'est-ce qui fait que ce personnage est assez fermé aux autres et pourquoi il va s'attacher à cette petite fille alors qu'au début, il voulait simplement s'en débarrasser. Il ne voulait avoir personne dans ses pattes. Enfin ouais, c'était très émouvant. J'ai beaucoup aimé cela. Et on a une belle histoire qui va parler notamment de deuil parce que Julien a perdu son papa. Mais Julien ne sait pas forcément exprimer ce qu'il ressent. On a une belle histoire de famille parce que on va toucher à tout ce qui a un rapport avec les orphelins, mais aussi le rapport que l'on a nous-mêmes avec notre famille. Et on a un petit côté sujet de société avec ce qui touche le problème pour avoir des prêts, les problèmes d'argent, les problèmes du quotidien tout simplement pour subvenir à nos besoins ou enchérir dans notre avenir. C'était une belle histoire assez courte, aux airs enchanteurs, avec la beauté des contes et le côté sombre qui plane au-dessus. J'ai passé un super moment, donc si vous aimez un petit peu ces romans avec une aura de mystère qui mêlent le réel et l'imaginaire, je pense que ça pourrait
peut-être matcher avec vous. Dernier livre de ce point lecture, il s'agit de Omerta, le tome 1 des armées de Maureen Métairie que j'ai reçu de la part des éditions Nisha, etc. J'ai adoré. Clairement, je l'ai dévoré, je l'ai terminé hier et on va parler d'un amour mais assez particulier. Nous sommes dans une romance qui prend son temps, une romance assez slow burn. On va suivre Joy, elle est journaliste. Elle enquête sur un énorme trafic de drogue, notamment la découverte de l'organisation qui mène un petit peu toutes ses affaires sur la ville de New York. Mais l'enquête va lui être retirée au profit du fils de son patron. Celle-ci ne l'apprécie pas trop. Il n'est pas forcément la personne la plus à même, professionnellement parlant, à travailler sur cette affaire, mais étant donné que c'est le fils du grand patron, elle ne va pas pouvoir aller contre cet avis, sauf qu'elle avait déjà fait ses recherches, qu'il va s'appuyer sur une grosse partie des recherches qu'avait fait la jeune femme, et ça, pour elle, c'est hors de question qu'il gâche les informations qu'elle a traquées, et elle se donne vraiment du mal dans ses affaires. Elle va devoir, à la place, interviewer des milliardaires de plusieurs multinationales, et là, il y a Liam Castelli qui est à la tête d'une grosse entreprise, mais pas seulement. On ne le sait pas. Enfin, elle ne le sait pas. Nous, on le sait parce qu'on suit le point de vue des deux personnages. Liam est également à la tête du plus grand cercle mafieux de la ville de New York, et c'est un petit peu lui qui a le monopole sur la drogue. Lors de l'interview, ça va être très électrique entre eux. Liam va tomber sous le charme de cette jeune femme qui ne cède pas à ses moindres désirs, cette jeune femme qui est forte, cette jeune femme qui va prendre des risques, et elle veut fuir un petit peu les relations, elle veut vraiment mettre sa carrière en avant, enquêter et écrire l'article de sa vie. Parce que cet article, notamment tout ce qui touche aux drogues, a une importance pour elle et c'est lié à son histoire, c'était hyper touchant, mais en même temps, on va avoir cette relation entre ces deux personnages et les secrets qui vont s'entrechoquer. C'était très beau la façon dont c'était narré. Je trouve que Maureen Métairie, elle a réussi à parler de sujets assez durs, assez violents, puisque on est dans le milieu de la mafia, donc forcément il y a des sujets qui vont toucher aux addictions, des sujets qui vont toucher à la violence, mais malgré tout, elle a réussi à le faire avec beaucoup de douceur. On n'a pas des scènes spicy, on a des choses qui suggèrent un rapprochement intime, mais on n'est pas dans la vulgarité, on n'est pas dans la description. On se concentre sur la psychologie des personnages, on va au fond des choses, on vit les dilemmes que vivent nos protagonistes. C'était hyper fort, c'était hyper intense, hyper immersif. J'ai eu beaucoup de mal à lâcher ce livre, j'ai été envoûtée et j'ai très hâte de recevoir la suite parce que c'est pas possible de nous laisser sur une fin comme ça. Non, je ne suis pas d'accord moi. Voilà, c'en est tout pour ce point lecture. Même s'il y avait un petit peu moins de livres que d'habitude, je crois que j'ai encore une fois beaucoup parlé. En tout cas, j'ai la bouche toute sèche, toute pâteuse. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres mentionnés, à me dire si vous les avez aimés ou pas, ou à me dire s'il y en a un qui vous tente parmi cette sélection. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager avec vous comme d'habitude. J'ai hâte de lire vos commentaires. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, même si c'est avec des smileys. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.